L'Europe brûle. Varsovie est en ruine, Paris est tombé, la Norvège écrasée. Partout où flotte la croix gammée, les Juifs sont traqués, entassés dans des trains, envoyés vers une mort certaine. Mais au nord, dans un petit royaume de moins de 4 millions d'habitants, quelque chose d'inimaginable va se produire. Avril 1940, les chars allemands franchissent la frontière danoise. En quelques heures, Copenhague capitule. Le roi Christian X reste sur son trône, mais sous l'œil vigilant de l'occupant. Tout semble écrit d'avance. Bientôt, comme en Pologne, en Hollande ou en France, les Juifs du Danemark seront arrêtés, déportés, exterminés. Et pourtant, ce scénario ne se réalisera pas. Pourquoi ? Parce qu'un peuple entier, de simples citoyens jusqu'à des diplomates étrangers, va décider de défier l'inéluctable. Parce qu'au lieu de détourner les yeux, les Danois vont tendre la main. Parce que dans ce petit pays de pêcheurs et de fermiers, la solidarité va s'ériger en arme contre l'horreur. En octobre 1943, alors que les nazis préparent la grande rafle, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants disparaissent comme par miracle. Cachés dans des granges, transportés en secret, embarqués de nuit sur de frêles bateaux de pêche, ils franchissent le détroit glacé vers la Suède libre. Au bout du voyage, la survie. Ceci n'est pas une légende, mais l'un des épisodes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Le Danemark réussira là où tant d'autres nations ont échoué, sauver 95% de sa population juive de l'extermination. Alors, comment un petit pays occupé, désarmé, a-t-il pu accomplir ce miracle ? C'est cette histoire de courage, de résistance et d'humanité que nous allons vous raconter. Lorsque l'Allemagne envahit le Danemark en avril 1940, tout se déroule en quelques heures. L'armée danoise, trop faible face à la machine de guerre nazie, capitule presque sans combattre. Mais contrairement à d'autres pays, l'occupation commence d'une manière particulière. Le gouvernement reste en place, le roi Christian X conserve son trône et la vie quotidienne paraît, en surface, relativement normale. Dans ce décor fragile, la petite communauté juive du Danemark, environ 7800 personnes, continue d'exister presque sans heurts. Tandis qu'à Varsovie ou Amsterdam les familles juives disparaissent dans la terreur des rafles, à Copenhague, les synagogues restent ouvertes et les enfants vont encore à l'école. Une illusion précaire, suspendue au fil d'un accord tacite entre le Danemark et son occupant. Mais en 1943, tout bascule. L'ombre du Reich s'épaissit. La résistance danoise intensifie ses actions, les grèves éclatent, les tensions s'accumulent. Berlin perd patience et ordonne ce qui semblait inévitable, l'arrestation et la déportation de tous les juifs danois. C'est à partir de ce moment que l'histoire prend une tournure unique. Parce que le destin ne se pliera pas au plan nazi. Parce qu'un peuple entier va se lever, non pas les armes à la main, mais avec une arme plus puissante encore, la solidarité. Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas ce sauvetage hors du commun. Comment les nazis ont planifié la déportation. Comment un diplomate allemand a osé trahir son propre régime. Comment des milliers de Danois ordinaires ont risqué leur vie pour embarquer leurs voisins vers la liberté. Index revers peint vers la droite blanc, restez jusqu'au bout de cette histoire. Car comprendre comment le Danemark a sauvé 95% de ses juifs, c'est comprendre que, même dans les heures les plus sombres, l'humanité peut l'emporter. Et si vous croyez que ces récits doivent être transmis, partagez cette vidéo pour que jamais la mémoire ne s'éteigne. Le 9 avril 1940, à l'aube, les Danois se réveillent sous le bruit sourd des moteurs allemands. Dans le ciel de Copenhague, des avions de la Luftwaffe bourdonnent comme un essaim menaçant, tandis que les colonnes de la Wehrmacht franchissent la frontière. L'invasion est brutale, mais rapide. En quelques heures à peine, l'armée danoise, largement inférieure en nombre et en armement, est contrainte à la reddition. Le roi Christian X, conscient de l'impossibilité de résister militairement, choisit d'éviter un bain de sang. La capitulation est signée. Le Danemark entre dans la longue nuit de l'occupation. Mais contrairement à la Pologne, à la France ou à la Norvège, l'occupation danoise ne commence pas par la terreur systématique. Hitler et ses stratèges considèrent ce petit royaume nordique comme un pays frère, un peuple d'origine germanique jugé plus proche de l'idéologie nazie que d'autres nations ennemies. Pour garantir une stabilité rapide, Berlin décide de maintenir une façade de normalité. Le gouvernement danois reste en fonction, le Parlement continue de siéger, et le roi conserve ses prérogatives symboliques. Dans les rues de Copenhague, la vie reprend un visage presque ordinaire. Les cafés sont ouverts, les tramways circulent, les journaux paraissent encore. Pour beaucoup de Danois, l'occupation semble moins brutale qu'attendue. Mais cette apparente normalité masque une réalité plus sombre. Le pays est désormais une pièce de l'Empire nazi. Les ports danois servent à la Kriegsmarine, l'agriculture est exploitée pour nourrir les troupes allemandes, et la censure contrôle chaque mot publié. Au cœur de cette illusion de tranquillité vit une petite communauté, environ 7800 juifs,
concentrés pour la plupart à Copenhague. Leur présence au Danemark remonte au XIXe siècle. Intégrés à la société, ils sont médecins, avocats, commerçants, artisans. Certains siègent même dans la vie culturelle et scientifique du pays. Contrairement à l'Allemagne voisine, l'antisémitisme reste marginal au Danemark. Les Juifs se sentent danois avant tout, partageant les mêmes écoles, les mêmes quartiers, les mêmes traditions civiques. Pendant les 3 premières années d'occupation, ils continuent à vivre presque normalement. Les synagogues ne sont pas fermées, les commerces restent ouverts, les enfants poursuivent leurs études. Dans une Europe où l'étoile jaune devient le symbole de la persécution, à Copenhague, aucun décret n'impose aux Juifs de se signaler. Cette différence radicale entretient l'illusion que le Danemark pourrait rester une enclave épargnée de la folie antisémite du Reich. Mais sous la surface, les tensions montent. La résistance danoise, d'abord timide, se renforce à mesure que la guerre s'éternise. Des journaux clandestins circulent, des sabotages visent les infrastructures allemandes, et les ouvriers multiplient les grèves. En 1942 déjà, Berlin commence à s'impatienter. Hitler et ses généraux voient dans cette tolérance un signe de faiblesse. Les nazis n'oublient pas leur objectif central, l'extermination des Juifs d'Europe. Pour eux, le problème juif au Danemark n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi attendre? Parce que la population danoise est unie, farouchement attachée à son roi et à ses traditions démocratiques. Hitler sait que frapper trop tôt risquerait de provoquer une explosion de colère, rendant l'occupation coûteuse. Alors, le régime nazi patiente. Les Juifs danois vivent toujours sans persécution directe, mais un sentiment d'angoisse grandit. Beaucoup suivent, effarés, les nouvelles venues d'ailleurs, Varsovie et son ghetto, Amsterdam et la disparition progressive de ses voisins juifs. Chacun sait que la relative tranquillité danoise n'est qu'une parenthèse fragile. Le roi Christian X lui-même devient un symbole de résistance silencieuse. Chaque matin, il parcourt les rues de Copenhague à cheval, sans garde rapprochée, saluant la population. Ce geste, simple mais audacieux, rappelle aux Danois que leur souverain n'a pas plié devant l'occupant. Des rumeurs circulent, probablement apocryphes mais puissantes, selon lesquelles il aurait promis de porter lui-même l'étoile jaune si ses sujets juifs y étaient contraints. Qu'importe l'authenticité, ce mythe nourrit la fierté nationale et l'idée d'une solidarité indéfectible. Pourtant, l'équilibre précaire s'effondre en 1943. Les actes de sabotage se multiplient, les manifestations s'étendent, la résistance devient incontrôlable. Le Reich décide alors de reprendre la main, l'illusion de coopération s'achève. En août 1943, le gouvernement danois démissionne plutôt que de céder aux exigences nazies. Berlin impose l'état de siège. Dès lors, plus rien ne protège les Juifs danois. Le masque tombe. Ce qui s'était produit en Pologne, en Hollande, en Belgique va maintenant frapper le Danemark. La machine de la persécution se met en marche. Les Danois ne le savent pas encore, mais l'heure la plus sombre approche. L'été 1943 marque un tournant décisif pour le Danemark. Depuis 3 ans, l'occupation semblait plus clémente qu'ailleurs, mais cette illusion vole en éclats. Les grèves se multiplient, les ouvriers cessent le travail dans les chantiers navals et les usines, sabotant indirectement l'effort de guerre allemand. Dans les campagnes, les résistants dynamitent les rails, coupent les lignes électriques, perturbent les communications. Chaque semaine, l'occupant subit de nouvelles humiliations. À Berlin, Hitler et ses généraux s'impatientent. Le Führer ne supporte plus que ce petit royaume défie ainsi son autorité. En août 1943, lorsque le gouvernement danois refuse d'imposer la loi martiale exigée par l'Allemagne, il est dissous de force. Les ministres démissionnent en bloc. Le pays passe sous administration directe allemande, l'illusion de souveraineté prend fin. Et dans l'ombre, une décision se prépare. Depuis longtemps, les nazis ont inscrit le sort des Juifs danois sur leur liste de « problèmes à régler ». Jusqu'ici, leur relative sécurité ne tenait qu'à l'équilibre fragile entre Copenhague et Berlin. Mais cet équilibre est brisé. Désormais, rien n'empêche la « solution finale » de s'abattre sur la communauté juive. L'ordre tombe à l'automne. Tous les Juifs du Danemark doivent être arrêtés et déportés. L'opération est fixée pour la nuit du 1er au 2 octobre 1943. Le choix n'est pas anodin. Cette date correspond au début de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Les nazis comptent sur le fait que les familles seront réunies, facilitant leur capture en masse. Dans les bureaux de la Gestapo à Copenhague, les listes sont établies. Les adresses sont notées, les unités prêtes à frapper. Des camions doivent sillonner la capitale, arrêter famille après famille, frapper aux portes au cœur de la nuit. Les Juifs seront ensuite regroupés dans le port et embarqués sur des navires à destination de Theresienstadt, le camp en Bohême où l'illusion de normalité masque la réalité de la déportation. Pour les nazis,
Ce plan semble simple, implacable. Mais ils ignorent encore qu'une série d'événements inattendus va bouleverser leur projet. Car avant même que les camions ne démarrent, la rumeur circule. Les réseaux de résistance flairent une menace. Dans les cafés de Copenhague, des murmures s'élèvent, les Allemands préparent quelque chose. L'atmosphère change, plus lourde, plus tendue. Les Juifs eux-mêmes ressentent ce malaise. Certains entendent des bribes de conversation dans les rues, d'autres reçoivent des avertissements voilés de la part de leurs voisins. Ce qui frappe, c'est l'absence totale d'hostilité de la société danoise à l'égard de ces Juifs. Contrairement à d'autres pays où l'antisémitisme facilitait le travail des nazis, ici, la population voit en eux des compatriotes, des voisins, des collègues. Leur disparition soudaine serait immédiatement visible, insupportable. C'est pourquoi, lorsque l'ordre de déportation approche, une indignation silencieuse commence à se transformer en résistance active. Mais au cœur même de la machine nazie, un homme va bouleverser le destin de milliers de vies. Georg Ferdinand Duckwitz, diplomate allemand en poste à Copenhague, apprend par ses supérieurs les détails de l'opération. C'est un fonctionnaire loyal du Reich, mais ses convictions intimes l'opposent à la barbarie du régime. Duckwitz n'ignore pas le sort réservé aux Juifs déportés. Derrière Theresienstadt se cachent Auschwitz et Treblinka. Il sait que ceux qui partiront ne reviendront pas. Alors, il prend une décision audacieuse, presque suicidaire: prévenir les Danois. Le 28 septembre 1943, 3 jours avant la rafle, il alerte ses contacts politiques, notamment le social-démocrate Hans Hedtoft. L'information se répand rapidement parmi les responsables de la communauté juive et les réseaux de résistance. Ce secret, au lieu d'être étouffé, circule à grande vitesse. Dans les rues, dans les synagogues, dans les écoles, les avertissements se propagent comme une traînée de poudre. Les nazis viendront samedi soir. Fuyez, cachez-vous. C'est un moment unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Une opération planifiée par les nazis est éventée à grande échelle avant même qu'elle ne commence. Les Juifs danois, prévenus à temps, disposent de quelques jours pour disparaître. Ce laps de temps, minuscule à l'échelle de l'histoire, sera vital. Dans les foyers juifs, c'est la panique. Faut-il rester? Faut-il partir? Certains hésitent, refusent d'y croire. D'autres agissent immédiatement, prenant seulement ce qu'ils peuvent porter. Des familles entières disparaissent dans la nuit, aidées par des voisins qui les conduisent dans des cachettes improvisées, greniers, caves, arrière-boutiques. Des étudiants se mobilisent, des médecins cachent des enfants dans les hôpitaux, des prêtres ouvrent les portes de leurs églises. Les nazis, persuadés de surprendre leurs victimes, ignorent encore qu'une grande partie de leur proie leur échappera. L'opération, qui devait être un coup de filet implacable, se transformera en échec spectaculaire. Ce basculement est crucial. Sans l'alerte donnée à temps, les Juifs danois auraient connu le même sort tragique que ceux de Varsovie ou d'Amsterdam. Mais grâce à la fuite d'informations, grâce au courage d'un diplomate qui osa dire non, la première étape du sauvetage est lancée. L'histoire du sauvetage des Juifs danois ne peut se comprendre sans évoquer le rôle décisif d'un homme inattendu, un diplomate allemand, Georg Ferdinand Duckwitz. Son nom est moins connu que ceux des grands résistants européens, mais ses actions ont marqué le destin de milliers de vies. Duckwitz était un membre du parti nazi depuis les années 1930, mais un homme profondément ambivalent. Affecté à Copenhague comme attaché naval et commercial, il travaillait officiellement à maintenir de bonnes relations entre l'occupant et le gouvernement danois. En privé, cependant, il nourrissait un profond dégoût pour la brutalité du régime et pour sa politique antisémite. Certains de ses amis proches, y compris dans les milieux sociodémocrates danois, savaient qu'il n'était pas un nazi convaincu. À la fin de septembre 1943, Duckwitz apprend la nouvelle fatale. Les autorités allemandes planifient la déportation de tous les Juifs danois, opération fixée pour la nuit du 1er au 2 octobre. Il connaît déjà la mécanique de la solution finale. Derrière l'euphémisme des transferts vers l'Est, se cache la réalité des chambres à gaz. Il comprend que, si personne n'agit, la petite communauté juive du Danemark sera condamnée. Il se retrouve alors face à un dilemme moral vertigineux. Obéir et garder le silence, comme tant d'autres diplomates et fonctionnaires, ou bien trahir son propre régime, au risque d'être dénoncé et exécuté. Duckwitz choisit la deuxième option. Le 28 septembre, il prend contact avec le chef du parti social-démocrate danois, Hans Hedtoft, figure respectée de la résistance politique. Il lui confie le secret. Dans 3 jours, les nazis frapperont. Hedtoft alerte immédiatement les responsables juifs de Copenhague, dont le rabbin Marcus Melchior. Le message est clair et glaçant. Ne célébrez pas Rosh Hashanah chez vous. Dispersez-vous, partez, cachez-vous, sauvez-vous. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante. De bouche à oreille, par téléphone, par billets discrets glissés dans des boîtes aux lettres,
l'avertissement circule dans toute la communauté. Contrairement à d'autres contextes où les Juifs étaient isolés, ici, la société danoise agit comme un relais. Des voisins préviennent des familles, des instituteurs préviennent des enfants, des médecins préviennent des patients. La panique est immédiate. Beaucoup refusent d'abord d'y croire. Comment imaginer que, du jour au lendemain, leur vie basculerait? Mais les plus attentifs savent que les avertissements ne sont pas exagérés. Les nouvelles qui arrivent de Pologne, de Hollande, de Belgique ne laissent aucun doute. Là-bas, des communautés entières ont disparu sans retour. Alors, en l'espace de 48 heures, un peuple s'organise. Les Juifs ferment leurs boutiques, quittent leurs appartements, abandonnent parfois la quasi-totalité de leurs biens. Dans les rues, des silhouettes disparaissent dans la nuit, guidées par des amis, des voisins, parfois de parfaits inconnus. Les cachettes se multiplient. Caves, greniers, dépendances, arrière-salles d'église. Les étudiants jouent un rôle essentiel. Dans les universités, des réseaux improvisés de jeunes gens transportent des familles entières à bicyclette, parfois dissimulées sous des couvertures ou dans des charrettes. Les prêtres luthériens ouvrent les portes des presbytères. Dans les hôpitaux, des médecins cachent des enfants parmi leurs patients, falsifient des dossiers médicaux, inscrivent des noms fictifs pour protéger les disparus. Ce qui frappe, c'est la spontanéité. Il n'y a pas de grand plan préétabli, pas de conspiration centralisée. Mais une réaction collective, immédiate, comme si toute la société avait d'instinct choisi la même voie, aider. Ce réflexe, qui distingue le Danemark de tant d'autres pays, repose sur un ciment puissant, l'absence d'antisémitisme de masse et la conviction que les Juifs sont des Danois comme les autres. Pendant ce temps, Duckwitz ne se contente pas d'un seul geste. Conscient que les cachettes ne suffiront pas, il décide d'aller plus loin. Il se rend secrètement en Suède, pays neutre voisin, et rencontre les autorités de Stockholm. Sa demande est claire, accepter sur leur sol les réfugiés juifs danois. Le gouvernement suédois, déjà sensibilisé à la situation, accepte officiellement le 2 octobre d'accueillir tous les Juifs qui parviendront à franchir le détroit. C'est une décision capitale. Sans elle, l'exode vers la liberté aurait été impossible. Ainsi, à la veille de la rafle, 2 éléments essentiels sont en place, l'alerte massive et la promesse d'un refuge. Pour les nazis, tout semblait prêt pour un succès éclatant. Mais au moment où leur camion s'ébranle dans la nuit du 1er octobre, la réalité est tout autre. La majorité de leur proie s'est déjà volatilisée. Lorsque les soldats frappent aux portes, beaucoup d'appartements sont vides. Dans les synagogues, il n'y a presque personne. Au lieu de capturer des centaines de familles, la Gestapo se heurte à un vide saisissant. La surprise, qu'elle croyait totale, s'est retournée contre elle. Cet échec n'est pas encore une victoire, mais il en porte les germes. Car désormais, une nouvelle étape commence. Organiser le passage vers la Suède, à travers les eaux sombres et glaciales de Hellerup. Une épreuve périlleuse où chaque traversée peut signifier la vie. Ou la mort. Une fois l'alerte donnée, il ne suffisait pas de se cacher, il fallait disparaître. Et pour les Juifs du Danemark, une seule issue s'imposait, traverser la mer. De l'autre côté du détroit de Hellerup, à seulement 10 km par endroit, se trouvait la Suède, neutre et prête à accueillir les réfugiés. Ce mince bras de mer allait devenir la frontière entre la vie et la mort. Très vite, des réseaux improvisés s'organisent. Des familles entières, prévenues par leurs voisins, quittent leur maison dans la précipitation. Beaucoup ne prennent qu'un petit sac, parfois rien du tout. Leurs biens, leurs appartements, leurs commerces, tout doit être abandonné. L'urgence est de sauver sa peau, de sauver ses enfants. Les cachettes temporaires se multiplient, greniers, caves, arrière-boutiques, presbytères, hôpitaux. Mais ces abris ne peuvent durer. Les nazis fouillent, interrogent, observent. Le danger est partout. Alors, très vite, l'idée s'impose. Il faut rejoindre la côte, embarquer sur un bateau et franchir le détroit. Ce sont les pêcheurs qui deviennent les héros anonymes de cette épopée. Habitués aux eaux parfois traîtresses de la mer du Nord, ils connaissent chaque crique, chaque courant, chaque recoin où dissimuler une barque. Dans les villages côtiers, des accords se nouent en silence. Une poignée de main suffit. Tu peux emmener cette famille? Cette nuit, pas de main. Mais rien n'est simple. Les patrouilles allemandes surveillent les ports, les phares éclairent la mer, les soldats fouillent les embarcations. Les pêcheurs doivent ruser, cacher des passagers sous des filets de poissons, dissimuler des enfants dans des cales étroites, inventer de faux prétextes lorsqu'ils sont arrêtés. Parfois, ils risquent leur vie pour quelques minutes de retard ou un contrôle trop méticuleux. Les traversées se font toujours de nuit. Dans le silence tendu, les familles juives s'entassent dans de petites barques. Le vent glacial mord les visages, le bruit des rames résonne comme un coup de tonnerre. Chaque éclat de lumière au loin fait battre les cœurs. Est-ce un phare? Une patrouille allemande?
La peur d'être intercepté est permanente. Beaucoup de réfugiés n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Certains enfants pleurent, d'autres doivent être endormis pour éviter le moindre bruit. Dans l'obscurité, on entend parfois les sanglots étouffés d'une mère, les murmures d'un père répétant « Encore un peu, encore un peu ». Le prix de la traversée varie. Certains pêcheurs demandent de l'argent, parfois des sommes importantes, car les risques sont énormes. Mais beaucoup refusent d'être payés. Pour eux, c'est une question d'honneur, de solidarité, de patriotisme. Dans les villages, on raconte que des fermiers ont vendu leurs vaches pour financer des passages. Les étudiants organisent des collectes. Les églises rassemblent des fonds. Toute une société se met en mouvement pour que le plus grand nombre possible puisse franchir la mer. Les traversées réussissent, mais certaines tournent mal. Des embarcations sont repérées, des familles arrêtées sur les quais. Les 470 Juifs finalement capturés seront envoyés à Theresienstadt. Mais même pour eux, la pression constante du gouvernement danois et de la Croix-Rouge permettra d'améliorer leur sort, et la majorité survivra jusqu'à la libération. Les récits de survivants de ces nuits sont poignants. Une vieille femme raconte avoir été poussée dans une barque au dernier moment, ses jambes tremblantes, incapable de comprendre ce qui se passait. Un jeune garçon se souvient de la peur du noir, du bruit des vagues plus fort que son propre cœur. Une mère dit avoir serré son bébé contre sa poitrine, priant pour qu'il ne pleure pas pendant la traversée. Et puis, au petit matin, l'horizon change. Les lumières de la Suède apparaissent. Les rames ralentissent, les cœurs s'emballent. Quand les réfugiés posent enfin le pied sur l'autre rive, l'émotion est indescriptible. Beaucoup tombent à genoux, embrassant le sable. D'autres pleurent en silence, incapables de croire qu'ils ont survécu. Là, des volontaires suédois les accueillent, leur offrent nourriture, vêtements, un abri. Pour la première fois depuis des semaines, ils peuvent respirer sans peur. Au total, environ 7200 Juifs danois réussiront à franchir Elrössin et à trouver refuge en Suède. Un exploit logistique et humain rendu possible par l'engagement de milliers de Danois ordinaires. Pas de grande armée, pas de plan militaire complexe. Seulement la volonté collective de protéger ses voisins, ses compatriotes, ses amis. Cette fuite vers la Suède restera comme l'un des rares moments de lumière au milieu des ténèbres du génocide. Un instant où la solidarité d'un peuple a vaincu, ne serait-ce qu'un instant, la barbarie nazie. Quand la tempête se calme à l'automne 1943, un constat saisissant apparaît. L'opération nazie pour arrêter et déporter les Juifs danois a échoué presque totalement. Là où Berlin espérait un coup de filet implacable, il ne reste que des appartements vides, des lits défaits, des synagogues désertes. La grande rafle s'est transformée en humiliation. Sur environ 7800 Juifs vivant au Danemark, près de 7200 ont réussi à franchir Elrössin et à rejoindre la Suède. Jamais, nulle part ailleurs en Europe occupée, un tel pourcentage de survivants n'a été atteint. Le chiffre parle de lui-même. Environ 95% de la communauté a échappé à l'extermination. Bien sûr, tout n'a pas été sans douleur. Environ 470 Juifs ont été arrêtés par les nazis et envoyés au camp de Theresienstadt. Pourtant, même pour eux, le sort fut différent. Grâce aux pressions constantes du gouvernement danois, de la Croix-Rouge et de diplomates neutres, leurs conditions de détention furent améliorées, comparées à l'enfer d'Auschwitz. La plupart survécurent et purent revenir après la guerre. Ce résultat exceptionnel s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'unité nationale. Contrairement à d'autres pays où l'antisémitisme avait fracturé la société, au Danemark, les Juifs étaient intégrés. Ils n'étaient pas vus comme des étrangers, mais comme des Danois à part entière. Lorsqu'ils furent menacés, leurs compatriotes réagirent spontanément, sans attendre d'ordre ni d'organisation hiérarchique. Ensuite, la géographie. La proximité de la Suède, pays neutre et volontaire pour accueillir les réfugiés, offrait une échappatoire concrète. 10 kilomètres de mer pouvaient séparer la vie de la mort. C'était dangereux, mais possible. Enfin, l'effet décisif du courage individuel. Le diplomate Duckwitz, en brisant le silence, offrit un délai vital. Les pêcheurs, en risquant leur vie sur des embarcations fragiles, transformèrent ce délai en salut. Les prêtres, les étudiants, les voisins anonymes qui ouvrirent leurs portes incarnèrent la solidarité d'un peuple tout entier. Au-delà des chiffres, c'est l'esprit du sauvetage qui impressionne. Dans un continent où tant de nations ont plié devant l'occupant, où tant de sociétés ont détourné le regard, le Danemark a montré une autre voie. Celle d'une résistance civile, silencieuse mais déterminée, capable de défier la logique du génocide. Pour les survivants, le retour à la vie normale après la guerre fut bouleversant. Beaucoup retrouvèrent leurs maisons intactes, leurs biens protégés par des voisins qui les avaient gardés. Ce détail, rare en Europe, renforça encore le sentiment d'avoir été considérés comme des membres à part entière de la communauté nationale.
L'échec nazi au Danemark eut aussi une portée symbolique immense. Il démontra que la « solution finale » n'était pas une fatalité mécanique, mais qu'elle pouvait être contrecarrée quand une société entière refusait de coopérer. L'historien Bolitgar a résumé cette idée en une phrase. Au Danemark, la nation a dit non, et ce non a sauvé des vies. Aujourd'hui encore, le sauvetage des Juifs danois est étudié comme un cas unique, presque miraculeux. Non pas parce qu'il fut le fruit du hasard, mais parce qu'il illustre ce que peut accomplir la solidarité humaine face à la terreur. Là où ailleurs dominait la peur, l'indifférence ou la complicité, ici prévalurent le courage et la dignité. Pour les nazis, cette défaite fut humiliante. Non seulement ils avaient échoué à atteindre leur objectif, mais leur échec montrait au grand jour que leur système pouvait être défié par une petite nation sans puissance militaire. La propagande nazie tenta d'étouffer l'affaire, mais le message s'était déjà propagé. Le Reich n'était pas invincible, et même dans l'Europe occupée, la vie pouvait triompher sur la mort. Ce sauvetage ne gomme pas l'horreur du reste du génocide. Mais il offre une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Il rappelle que, même dans les heures les plus sombres, l'humanité peut briller à travers les gestes simples de milliers de personnes ordinaires. En octobre 1943, le Danemark n'a pas seulement sauvé ses Juifs. Il a sauvé une part essentielle de son âme, montrant au monde qu'il est toujours possible de choisir la dignité plutôt que la soumission, le courage plutôt que la peur. L'histoire du sauvetage des Juifs du Danemark, en 1943, reste l'un des épisodes les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Alors que partout ailleurs en Europe la machine nazie broyait les communautés juives, ici, un peuple entier s'est dressé, sans armes mais avec courage, pour protéger ses compatriotes. Ce succès ne fut pas le fruit du hasard. Il fut la rencontre de plusieurs éléments. La fuite d'informations transmises par un diplomate allemand en rupture avec son propre régime, la décision de la Suède d'accueillir les réfugiés, mais surtout la mobilisation spontanée de milliers de Danois ordinaires. Pêcheurs, prêtres, médecins, étudiants, voisins anonymes. Tous ont choisi de tendre la main, de cacher, de transporter, de risquer leur vie. Grâce à eux, 95% des Juifs danois échappèrent à la déportation. Ce chiffre, unique dans l'Europe occupée, incarne une victoire morale immense. Celle de la solidarité sur la haine, de la dignité sur la barbarie. Cette histoire n'efface pas les millions de victimes du génocide. Mais elle rappelle qu'il existait, même dans la nuit du nazisme, des espaces de lumière. Elle nous enseigne que la passivité n'est pas une fatalité, que chacun, même sans armes, peut dire non à l'injustice. Aujourd'hui encore, le sauvetage des Juifs danois résonne comme un avertissement et un espoir. Avertissement, parce qu'il nous rappelle jusqu'où peut mener l'indifférence. Espoir, parce qu'il prouve que la solidarité peut sauver des vies, même face à la terreur. Index revers point vers la droite blanc. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Car la mémoire est une responsabilité. Transmettre ces récits, c'est veiller à ce que jamais l'oubli ne permette le retour de l'horreur. Le Danemark de 1943 nous a laissé une leçon universelle. Quand un peuple choisit le courage, il peut défier même la plus implacable des tyrannies.